Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous dire si je vais finalement acheter l'action Etsy. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord regarder les points positifs que j'ai trouvés et ensuite on fera les points négatifs et puis à la fin je vous dirai mon verdict. Donc, alors c'est parti en point positif, c'est déjà le business model d'Etsy. Donc Etsy c'est un site internet qui permet à n'importe qui de vendre ses créations et Etsy va se rémunérer grâce à des commissions, enfin des frais. Donc quand un vendeur fait une vente sur Etsy, la plateforme va prendre un certain pourcentage. Donc ça c'est les marketplace revenue, c'est ce qui fait les 3/4 des revenus d'Etsy. Et plus tard dans la vidéo on reparlera des montants précis des frais. Et la partie service revenue, ça c'est des frais optionnels si quelqu'un veut mettre en avant ses produits, faire de la publicité, etc. Donc ça c'est un excellent business model, on dit que c'est un business asset light, donc qui nécessite peu de capitaux, peu d'actifs pour tourner, pour générer des bénéfices. Ça me fait penser par exemple à Booking que j'ai en portefeuille qui prend des frais sur les réservations des hôtels, mais qui n'a pas à posséder d'hôtel ni rien, tout comme Etsy n'a pas à posséder de stock. C'est uniquement une marketplace qui met en relation des acheteurs et des vendeurs et qui prend des frais. Ça fait aussi penser un petit peu à Visa, Mastercard qui prend des frais sur les transactions financières, même si là c'est encore mieux, puisqu'ils prennent des frais sur absolument toutes les transactions, donc c'est encore un niveau au-dessus. Mais voilà, le genre de business comme ça, asset light, basé sur comme ça des frais ou des commissions, c'est le genre de business model très avantageux. Le deuxième point positif que je vois, donc en plus de leur business model, c'est le fait qu'ils surfent sur le e-commerce. Donc grosse tendance long terme que je vois pas ralentir de si peu. Là ici on a les statistiques du marché du e-commerce. Donc on voit l'évolution depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui 2024 et ensuite la projection pour les années futures. Et c'est des valeurs qui sont en milliards de dollars, donc 5000 milliards pour 2028. Aujourd'hui on est à 3500 milliards et ça a fait x3 en 7 ans. Donc Etsy, ils surfent sur cette vague, et ils sont aussi sur une autre vague, je pense, qui est un peu liée à celle du e-commerce, mais pas forcément directement. C'est qu'ils permettent à des particuliers de générer un revenu complémentaire, ou même de gagner tout simplement leur vie avec leur propre création. Et par exemple, ça, Caitlin Minimalist, c'est la boutique numéro 1 sur Etsy, et on voit qu'elle a fait 2 717 734 ventes, et le panier moyen, il doit être, alors on voit que ces produits, on va dire, ils sont en moyenne à 30 €, donc allez, 25 € on va dire en moyenne. Si les gens considèrent que le panier moyen, bon, on va faire pessimiste, on va dire panier moyen à 30 €, bah on fait 2 717 000, donc on va dire 2 700 000 fois 30 €, ça fait, si je fais 3 millions fois 30, bah ça fait 90 millions, donc elle aurait fait un peu moins que ça, peut-être 70-80 millions. Donc même si c'est du chiffre d'affaires et que Etsy prend la commission, etc., c'est quand même absolument énormissime. Et moi je suis pas trop dans cette niche, mais je pense que pour énormément de personnes, des profils, on va dire, plus qui aiment bien faire des choses avec leurs mains, créatifs, etc., je pense que leur destination numéro 1, s'ils doivent se créer un side business, ce serait sur Etsy. Donc je suis confiant sur les tendances long terme sur lesquelles Etsy est placé. Ensuite, en troisième point positif, on peut dire qu'ils ont un moat, donc en l'occurrence Network Effect. Donc le Network Effect, c'est quand un service gagne en valeur au fur et à mesure qu'il gagne des utilisateurs. Et donc maintenant que Etsy a des millions de vendeurs et des, dizaines de millions d'acheteurs, c'est compliqué pour quelqu'un de partir de zéro et de recréer un Etsy numéro 2. Et en plus, ils ont fait récemment des acquisitions. Donc ils ont acheté par exemple Reverb, qui est un site pour vendre des instruments de musique. Ils ont aussi acheté Depop, qui est plutôt sur les vêtements, et Elo7, qui est le Etsy brésilien. Après, pour quand même nuancer sur ces acquisitions, Etsy c'est 536 millions de visites par mois. Reverb, c'est 18 millions par mois, donc vraiment rien à voir. Depop, c'est 14,6 millions, et Elo7, c'est 14 millions. Donc ces trois acquisitions, pour l'instant, elles ont un impact qui est vraiment négligeable sur Etsy. Et pour finir sur les points positifs, il y avait aussi donc certaines caractéristiques financières. Quand même, ils ont une très belle croissance de leurs revenus, qui a été dopée par le Covid, mais voilà, je pense pas que ça va totalement s'arrêter ou que ça va redescendre à l'avenir. Et c'est un business qui, par nature, a des bonnes marges, même si pour l'instant, ils sont rentables depuis assez peu de temps. Donc ils n'ont sûrement pas encore réalisé leur potentiel au niveau des marges. Et donc maintenant, on va passer au point négatif que j'ai trouvé. Donc le premier point négatif,
c'est sur le sujet du skin in the game. Donc tout simplement, est-ce que le management a des intérêts qui sont alignés avec les investisseurs? Donc souvent, quelque chose par exemple qui est avantageux, c'est si le fondateur est encore dans la boîte. Donc là pour Etsy, c'est pas le cas. Donc les fondateurs sont partis et maintenant ils possèdent une part quasiment nulle de l'entreprise, hein. C'est genre moins de 1%, j'avais lu je crois. Et si on prend l'ensemble des insiders, donc pas seulement le CEO Joe Silverman, mais tout le management, à eux tous, ils ont seulement 0,86% de l'entreprise. Donc c'est quand même très bas, c'est très bas comme insider ownership. Et le CEO, si on prend juste le CEO, il a 187 237 actions à 70$, ça fait à peu près 13 millions de dollars. Et donc lui, il possède 0,16% de la boîte. Donc à ce niveau-là, c'est pas du tout énorme. Après, on peut regarder, est-ce qu'il a fait des achats récemment? Ce qui pourrait indiquer qu'il trouve que la propre entreprise, enfin que l'entreprise qu'il gère lui-même est sous-évaluée. Et on remarque que sur les 5 dernières années, il a vendu 68 fois, mais il a acheté 0 fois. Donc le fait qu'un insider vende, ça c'est pas un problème, il y a plein de raisons de vendre. Il y a rien de, enfin c'est une stratégie totalement classique de vendre régulièrement un petit bout de ses actions. Donc ça, faut pas prendre ça comme un signal négatif. Par contre, c'est un signal positif quand on voit un insider qui achète. Le fait qu'il n'ait pas acheté n'est pas forcément un signal négatif. En tout cas, il n'y a pas de signal positif. Même si quand même le fait qu'il ait acheté 0 fois, même après que le prix de l'action soit revenu à un niveau en tout cas beaucoup plus bas que ces dernières années, c'est quand même un petit peu potentiellement négatif. Et surtout, en fait, on voit que en fait là, il a arrêté de vendre, il n'a pas vendu depuis fin octobre, mais en fait, on voit qu'il a vendu à des prix. Il a vendu à $75, à 74, il a vendu à 64, à 62, à 64, à 62. J'ai vu sur un autre site qu'il avait un salaire de 1 million par an. Donc s'il estimait que c'était une bonne idée d'acheter son entreprise en ce moment, je pense que logiquement, il aurait plutôt fait des achats plutôt que de vendre à 62$, sachant qu'on est aujourd'hui à 70, hein, et qu'il y a eu un plus haut dans les 300 pendant le Covid. Donc voilà, sur le côté insider ownership, c'est un point négatif pour moi. Ensuite, tout à l'heure, je parlais du moat d'Etsy, donc on peut dire qu'effectivement, ils ont un moat, mais est-ce qu'il est suffisamment fort pour résister aux concurrents qu'ils ont? Parce qu'en concurrent, ils ont Amazon, ils ont Shopify, on peut dire qu'ils ont Instagram et eBay. Bon, eBay, je pense pas que ce soit vraiment un danger. Sur Shopify, ça se discute parce que avec Shopify, les vendeurs ont des frais qui sont beaucoup moins élevés et ils sont beaucoup plus en contrôle. Par contre, sur Etsy, il y a l'avantage qu'on profite de l'afflux d'acheteurs et du référencement naturel, etc. Que Etsy a, alors que sur Shopify, il faut s'en occuper soi-même. Et par contre, les cas que je trouve plus inquiétants, c'est Amazon et Instagram, donc deux des plus grosses boîtes du monde avec les moyens les plus élevés du monde. Amazon numéro 1 du e-commerce, qui aujourd'hui est pas vraiment positionné sur le fait de vendre ses propres créations, etc. Mais disons que c'est un peu comme une épée de Damoclès, ça leur coûterait je pense pas grand chose d'améliorer un tout petit peu l'expérience de création de boutique sur Amazon. Mais pour moi le concurrent principal je trouve c'est surtout Instagram. Si je voulais vendre mes créations, je pense que je m'embêterais pas. Enfin, j'irai pas faire une boutique sur Etsy. Je pense que j'irai simplement partager ce que je fais sur Instagram et que je vendrai directement sur Instagram avec un lien vers mon Shopify tout simplement. Ça permet d'avoir, je pense, encore plus de visibilité et moins de frais. Donc sur le sujet du moat, c'est un sujet où il y a débat. On peut dire qu'ils en ont un, mais je suis pas convaincu qu'il soit suffisamment fort pour me donner la confiance nécessaire en tout cas. Donc ça pour moi c'est un deuxième point négatif. Ensuite, troisième point, c'est le niveau de frais. Alors on va aller voir ça. Alors on commence par des listing fees. Donc ça, c'est quand on veut lister un produit, on paye directement 20 centimes. Bon, jusque-là, ça va. Mais ensuite, on a des frais de transaction. On fait une vente, on va payer 6,5% du montant du produit et de la livraison et du paquet cadeau, s'il y en a un. Donc là, 6,5%, c'est quand même assez violent, sachant que c'est des frais qui ont augmenté ces derniers temps. Donc certes, ça les a aidés à augmenter leur chiffre d'affaires, mais en même temps, ça baisse la qualité de l'expérience pour les utilisateurs, et enfin, ça baisse la satisfaction utilisateur, et c'est quand même des frais vraiment élevés, 6,5%, plus les 20 centimes au début, sachant que c'est souvent des petits produits, donc 20 centimes, c'est pas forcément si négligeable que ça sur ce genre de produits physiques, qui peuvent coûter genre 20 €. Mais c'est pas fini, et ensuite, des frais de payment processing, donc ça dépend apparemment du pays dans lequel on est, mais si on prend le cas classique des États-Unis, c'est encore à nouveau 3% plus 25 centimes, donc on est à 9% plus 45 centimes pour des produits physiques souvent je rappelle, hein, donc il reste pas grand chose, mais c'est pas fini. Il y a ensuite des frais de conversion de devises, donc ça c'est des frais qui s'appliquent pas à tous les coups, mais si c'est le cas,
hop, 2,5%. Mais c'est pas terminé. Il reste une dernière catégorie. Alors ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont la chance d'être dans un pays qui encourage l'entrepreneuriat, etc. Donc dans certains pays bien spécifiques, les vendeurs doivent payer une Regulatory Operating Fee due à des nouveaux standards de régulation pour les transactions numériques, qui ont pour but de rééquilibrer les frais qu'il y a avec la vente en magasin physique. Donc ça fait toujours plaisir évidemment. Et donc en France, puisqu'évidemment on est inclus, on a droit à un 0,40% en plus. Si vous êtes en Espagne aussi, en Turquie c'est même du 1,1%. Donc voilà, si on additionne tout ça, on dépasse les 10% de frais sur le chiffre d'affaires en plus, sachant que c'est chiffre d'affaires pour des produits physiques, donc des produits avec des marges qui sont en général inférieures à 50%. Donc ça ne doit pas être facile de tirer un bénéfice et de réussir à vivre de ça. Et ensuite, il y a les frais optionnels, si on veut mettre en avant ces produits. Donc si on veut faire de la publicité pour ces produits, pour les mettre en avant, on peut aussi en faire off-site, donc j'imagine sur d'autres sites, social media apps, etc. On peut payer un abonnement pour avoir des fonctionnalités en plus, etc., etc. Donc voilà, point négatif, les frais sont quand même très élevés. En plus, les frais sont en augmentation, donc ça sent en général quand même un petit peu le roussi. Et en forte augmentation, là les 6,5%, ils sont où ? Ils sont là. Ça, c'était 3% avant. Ensuite, ils sont montés à 5, ils sont montés à 6,5. Donc ça, c'est quand même un mauvais signe. Ensuite, autre point négatif, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je suis allé jeter un petit peu plus, regarder un petit peu plus en détail. Donc c'est la dilution. Donc on voit que le nombre d'actions, il augmente en permanence depuis 2012 en fait. Là, on pourrait croire, avec le timing, que ça a baissé en 2022, mais c'est pas le cas. En fait, on voit qu'en 2021, on était à 146 millions d'actions. Maintenant, on sera à 126, mais si on regarde en trimestriel, voilà, on voit que les 126, ça tombait ici. Mais ensuite, ils ont réémis des actions, et donc on remonte à 143 millions, et on est maintenant à 139 millions. Et donc, si on regarde à plus long terme, alors on est parti de 93 millions, on est monté à 113, on est monté à 127, 146, maintenant on est à 139. Donc bon, on pourrait dire que depuis 2021, le nombre d'actions est en baisse, mais voilà, sur 2 ans, ça garantit absolument rien du chemin qu'ils vont prendre là-dessus dans les années à venir. Et donc vu que pour l'instant, ils ont clairement eu une habitude de diluer les actionnaires, c'est mauvais signe. J'ai écouté en plus le dernier conférence call en entier, et la seule chose qu'ils mentionnent, c'est qu'ils viennent de compléter leur programme de rachat d'actions. Donc ils disent juste ça, ils mettent en avant le fait qu'ils rachètent des actions. Donc en écoutant juste ça, on pourrait se dire que c'est super, bonne allocation de capital, tout ça, mais quand on va regarder la réalité, en fait, ces rachats d'actions, ils compensent même pas les share-based compensation, donc le fait de payer les employés avec des actions. Il y a plein de boîtes comme ça qui payent les employés en actions, ça peut être une très bonne manière même de motiver les employés et d'aligner les intérêts. Typiquement Google, toutes les GAFAM font ça, sauf qu'ils ont des rachats d'actions qui couvrent largement les share-based compensation, mais pour Etsy, c'est pas le cas. Donc voilà, globalement, dilution à long terme pour l'instant. Point négatif suivant, donc tout à l'heure je vous ai dit qu'ils avaient fait des acquisitions, donc Reverb, Depop et Elo7. Donc les deux plus récentes qu'ils ont fait, c'est Depop et Elo7. Reverb c'était un petit peu avant. Et quand on va voir les comptes de l'entreprise, on apprend qu'ils ont en fait largement surpayé ces acquisitions. Il faut savoir que ces acquisitions, ils les ont faites en 2021. En pleine bulle, pendant que les valorisations étaient ultra élevées. Et donc comment on voit ça ? On voit qu'ici il y a une dépense de 1 milliard. Alors c'est pas vraiment une dépense de 1 milliard, c'est pour ça qu'après dans le free cash flow on remet ce montant, mais ils ont dû au niveau comptable, parce que je rappelle là c'est le compte de résultat, donc c'est pour calculer le bénéfice, et ici c'est le flux de trésorerie qui nous permet à la fin d'obtenir le free cash flow. La différence c'est que le compte de résultat, ça va pas forcément être égal, le bénéfice qu'on va trouver à la fin, il sera rarement exactement égal au vrai montant de cash vraiment utilisable sur le compte de l'entreprise. Ça, c'est ce qu'on va trouver justement pour le free cash flow. Mais pour calculer le bénéfice, il y a des histoires comptables, d'amortissement, etc. Des montants qu'on peut déduire, mais qui ne sont pas des dépenses réelles, etc. Par exemple, si vous faites de l'investissement immobilier, par exemple en LMNP, vous pouvez déduire l'amortissement du bien qui ne correspond pas à une vraie dépense et qui permet de ne pas payer d'impôts, etc. Donc là, c'est le même principe. Et donc ici, on a une, entre guillemets, fausse dépense de 1 milliard. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est ce qu'on appelle un goodwill impairment. Donc déjà, le goodwill, qu'est-ce que c'est ? C'est si, admettons, Etsy achète une entreprise qui a en actif, donc dans sa balance sheet, dans son bilan,
on voit que le total de l'actif, il serait, admettons, de 1 milliard, mais que Etsy décide de les acheter 2 milliards. Et ben dans ce cas, dans la balance sheet, il devrait déclarer... alors je sais même pas comment ça se dit en français, goodwill. Je vais comparer avec l'anglais. Goodwill, donc c'est le 137... Ok, donc ça a traduit en fonds de commerce, je pense pas que ce soit la bonne traduction, faudra que je vérifie ça. Mais donc en tout cas, c'est ici que ça se met. Donc vous achetez une boîte qui a 1 milliard en actifs, vous l'achetez 2 milliards, et ben il faudra indiquer 1 milliard en goodwill, ici dans la balance sheet. C'est en gros le montant de valorisation qui est inexpliqué, donc que vous avez accordé à des perspectives de croissance future, que vous avez accordé à une marque, etc. Mais qui ne correspond pas à de l'argent réel déjà présent. Donc ça, c'est le goodwill. Mais ici, c'est un goodwill impairment. Donc les impairments, c'est un truc que les entreprises doivent vérifier chaque année. Alors je ne sais pas exactement par quel processus ils vérifient ça, mais concrètement, cette vérification, elle consiste à vérifier si la valeur de ce qu'on a acheté a baissé depuis qu'on l'a acheté. Et si c'est le cas, alors ils doivent le déclarer ici en goodwill impairment. Et donc le fait qu'ils déclarent ici un goodwill impairment de 1 milliard, sachant qu'ils ont acheté Depop 1,6 milliard et Elo7 217 millions. Donc ils ont acheté en tout pour 1 milliard 800 millions, mais ils ont déduit, alors je ne sais pas exactement comment, mais qu'ils avaient surpayé de 1 milliard. Donc ils ont payé 1,8 milliard, mais ils estiment qu'ils ont payé 1 milliard en trop. Donc en fait, ils auraient dû payer 800 millions. Ce qui n'est pas tellement étonnant, puisque les valorisations en 2021, c'était complètement n'importe quoi, que ce soit pour les business privés ou en bourse. Toutes les valorisations étaient énormes. Et donc le problème que ça me pose, c'est que ça indique un problème pour moi d'allocation de capital qui rejoint un peu le sujet de la dilution. Donc on a les actionnaires qui sont dilués, on a en plus des acquisitions qui sont faites pendant que les valorisations sont au maximum, sachant qu'en plus ils ont acheté ces deux business-là, donc quasiment 2 milliards. Aujourd'hui Etsy, c'est une valorisation de 8 milliards, donc pas beaucoup plus, mais pour des sites qui font 14 millions de visites, alors que eux, ils ont un site qui en fait 536. Donc voilà, ça me rend un peu dubitatif, et ça rejoint aussi globalement le sujet du management, donc il y a peu d'ownership, et donc le rôle du CEO, c'est surtout l'allocation de capital. Donc là, je suis un peu dubitatif sur leur allocation de capital. Et ensuite, j'ai un dernier point négatif qui peut paraître anecdotique, mais qui, je pense, est quand même un peu mauvais signe, pareil sur la manière dont la boîte est gérée. C'est qu'il y avait une phrase dans le conference call. Alors, j'ai plus la phrase en entier, mais c'est juste un bout de la phrase qui est important. C'est qu'à un moment donné, il donne une statistique, et il dit X% des clients qui s'identifient à des hommes. Donc pour moi, une boîte qui utilise comme ça le langage woke, ça me rend plutôt négatif sur la manière dont la boîte est gérée. Et ça me fait un peu penser à Twitter, en fait, qui a un bon produit, enfin même un excellent produit depuis le début, ce qui est le cas pour Etsy, je pense que le produit est très bien, mais qui est au final pas hyper bien géré, et au final ça fait une entreprise qui donne jamais rien, ça en fait pas un bon investissement, quoi. Et ça me fait penser à un passage là, de la biographie d'Elon Musk qui est sorti il y a pas longtemps, où à un moment donné, il ouvre un placard, et là il tombe sur plein de suites, plein de t-shirts avec écrit des trucs du genre Walk Forever, des choses comme ça. Et donc il y a moyen pour que chez Etsy ce soit un peu ce genre-là aussi. Donc mon verdict, qui est personnel, donc si vous n'êtes pas d'accord, surtout dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs ça me fait penser, j'oublie tout le temps de demander, je m'étais dit qu'il fallait que je le fasse, mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si c'est pas fait. À chaque fois je me dis qu'il faut que je pense à le dire à chaque milieu de vidéo, et à chaque fois j'oublie. Donc qu'est-ce que je disais ? Donc ma conclusion sur Etsy, c'est que même si ça a l'air d'être un très bon produit, qui est sur une très bonne tendance long terme, ça me fait un peu penser à Twitter, donc c'est un bon potentiel, mais qui a l'air mal géré. Ou mal géré, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas pas assez bien géré pour me donner la confiance nécessaire pour investir. Donc à cause des acquisitions qui ont été faites à un mauvais moment, trop cher, la dilution des actionnaires qui non seulement montre une mauvaise allocation du capital, mais c'est aussi directement désavantageux pour les actionnaires, c'est-à-dire que ça réduit notre performance. Et puis le management a très peu de skin in the game. Et ensuite, donc ça pour moi, le management, c'est le point principal négatif là qui me fait ne pas investir. Et puis il y a aussi quand même la concurrence où ça me paraît peut-être compliqué, principalement face à Insta, et éventuellement même Amazon. Donc voilà, encore une fois, je peux me tromper, j'ai tendance à être plutôt prudent en investissement. Mais là, j'ai pas assez de conviction pour investir. Mais vu qu'il y a des bases qui sont bonnes, je continuerai à regarder l'action de loin pour voir comment ça évolue. Voilà, je m'interdis pas d'y investir dans
1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, en fonction de comment ça évolue, en fonction de comment la boîte est gérée. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas la conviction nécessaire pour investir, même si le prix aujourd'hui a l'air correct, mais moi je cherche vraiment des entreprises que je vais pouvoir, avec grosse conviction, que je vais pouvoir acheter maintenant et que je vais pas avoir envie de vendre dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc voilà, et si vous voulez être tenu au courant du site que je suis en train de développer, qui est sous vos yeux, donc qui permet de faire ces analyses d'action en gagnant beaucoup de temps, voilà, avec un onglet qui permet de voir si une entreprise est de qualité, ce qui est la chose principale à regarder quand on investit dans une entreprise, avec un onglet de valorisation pour ne pas payer les entreprises trop chères et donc pas diviser ses performances, et qui permet aussi d'aller regarder les documents financiers, puisqu'on voit que parfois, malheureusement ou heureusement, on peut pas... il y a une limite au raccourci qu'on peut prendre en investissement. On a beau avoir un screener, il faut toujours aller regarder un petit peu plus en profondeur. Donc c'est important de regarder les 3 documents financiers, bilan, compte de résultat, flux de trésorerie. Et puis aussi le business model des entreprises. Donc si vous voulez être prévenu du lancement, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!